Alors, bienvenue donc au dernier séminaire sur les ombres de Nietzsche. Euh, Aujourd'hui, on va donc parler de deux autres ombres, celles de Deleuze et de Kaufmann, pour finir avec quelques conclusions et puis terminer avec Nietzsche et le voyageur et son ombre. Alors, la semaine dernière, on parlait de Fanon. Euh, Fanon, auquel on pourrait penser comme quelqu'un qui avait une ombre qui disparaît, une ombre de Nietzsche qui disparaît, qui devient peut-être un spectre, le spectre du nouvel humain. Vous savez, il y a donc, avec Fanon, on a vu cette transformation, d'abord en 52 avec Peau noire, masque blanc, tout un engagement avec la pensée hegelienne, dialectique, mais aussi nietzschéenne, toute une pensée qui représentait un désir de transformation de soi qui mènerait au-delà. Et donc un élément zarathustrien quand même. Quand il termine son livre Peau noire, masque blanc, il écrit « C'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement qu'il y aura transformation de soi et de la société. » Il écrit « C'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéale d'un monde humain. » D'un monde humain. Donc dépasser la discrimination, la violence, le colonialisme, les notions de supériorité et d'infériorité, ça se passait à travers une transformation qui n'était pas simplement l'inverse de ces questions de supériorité et d'infériorité, mais d'une création d'un au-delà. Et ça, c'était vraiment en conversation avec Nietzsche. Ça se termine sur cette question, comme il écrit, pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre. Bon, en 61, avec les Damnés de la Terre, il s'en libère. Il se libère de toute cette philosophie, de tout ce bagage à la fois dialectique et nietzschéen. En 61, c'est la révolution qui va nous changer et non pas les transformations de soi. C'est un renversement temporel de comment agir. Et il est clair, il écrit, donc il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Alors il n'y a plus d'ombre, mais il y a quand même un spectre. C'est quand même un spectre de Zarathustra qu'on peut entendre à la fin, avec cette idée de l'homme neuf à la fin. Ouais, c'est vraiment, c'est presque, c'est encore, on entend presque le surhumain dans cette dernière appel des damnés de la terre. Quand il écrit pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, donc allusion à son autre travail, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que bien sûr, Fanon, il n'y a jamais eu un livre sur Nietzsche, n'est-ce pas? Donc son engagement avec Nietzsche était beaucoup plus similaire à celui de Foucault, quelqu'un qui pensait avec Nietzsche sans jamais écrire un livre sur Nietzsche. Très différent de Heidegger, qui écrit deux gros livres et donne des cours sur Nietzsche et produit le Nietzsche volume 1, volume 2, très différent avec Jaspers, qui lui écrit cette introduction à la manière de penser, de philosopher avec Nietzsche, est très différent de Deleuze et Kaufmann, qui eux aussi écrivent des livres sur Nietzsche. Donc des livres avec Nietzsche qui sont des exercices, des travaux, des exergues sur Nietzsche, n'est-ce pas? Et il faudrait se demander, bien sûr, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un livre sur Nietzsche en contraste avec écrire en conversation avec Nietzsche? Donc on en a vu des très différents, mais là, aujourd'hui, en contraste, en comparaison avec Fanon, qui lui était
engagé dans la pensée nietzschéenne, avec la pensée nietzschéenne, au moins au début, en contraste avec Foucault qui lui-même, presque en acte de censure, ne mentionne pas Nietzsche dans ses livres. Bon, l'exception, c'est Les mots et les choses, où Nietzsche joue un rôle épistémique, de transformation épistémique, mais dans les autres textes de Foucault, on n'entend pas le mot Nietzsche. Je veux dire, c'est assez remarquable, on n'entend pas le mot Nietzsche dans Surveiller et punir, qui est quand même sa généalogie de la morale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un livre sur Nietzsche? Quelle ombre est-ce que ça produit? Alors, regardons d'abord Gilles Deleuze, et bien sûr, qui est celui, le philosophe peut-être, qui a réintroduit Nietzsche dans le discours philosophique pendant les années 1960. Alors, il faut comprendre que le Nietzsche auquel Deleuze se tourne est un Nietzsche qui est à la fois anti-Kant et anti-Hegel. Right? Alors, je dirais que l'intervention la plus importante de Deleuze dans Nietzsche et la philosophie, donc ce livre 62, c'est d'essayer de déplacer la notion de critique et la philosophie critique d'Emmanuel Kant à Nietzsche. Okay? L'effort de ce livre, c'est de dire qu'en fait, non, la pensée critique, la critique, n'a pas été accomplie ou même menée proprement par Kant, bien que on pense toujours à Kant quand on pense à la critique, mais de dire au contraire, c'est entièrement et c'est seulement dans l'œuvre de Nietzsche qu'on retrouve ce qu'est la critique. Et qu'est-ce que c'est la critique? C'est de prendre en compte la valeur des valeurs. Bon, on y arrivera. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce texte et tout texte qu'on lit doit être compris dans son contexte politique philosophique. Ce texte, Nietzsche et la philosophie, apparaît pendant un moment en France, en philosophie, qui représente un moment de anti-hegelianisme. Okay? Alors, on pourrait commencer par exemple avec le texte important d'Althusser, ce que je vous recommande tous de lire. Et je le mettrai sur le site pour que vous l'ayez, qui s'appelle Le retour à Nietzsche, dernier mot du révisionnisme universitaire, et c'est écrit en 1950. Et c'est un texte remarquable parce que ça démontre une méthode philosophique que, qu'est-ce que je peux dire, je ne pourrais pas plus vous recommander. Right? C'est vraiment l'inverse de la méthode straussienne de Leo Strauss, hein, et d'autres méthodes qui vous disent allez simplement lire le texte, n'est-ce pas? Allez simplement lire la phénoménologie de l'esprit. Plongez-vous dans le texte et c'est tout. Ce que Althusser fait dans ce petit essai, le retour à Hegel, c'est de démontrer la manière dont toute lecture de texte philosophique doit être compris dans un contexte philosophico-politique. Okay? Et donc, le retour à Hegel d'Althusser, écrit en 1950, est une vraie critique de tout l'hegelianisme qui s'était développé dans la philosophie française. Sur tout ce sujet, une ressource qui est excellente, c'est le livre de Jean-Baptiste Villeroy, La naissance de l'anti-hegelianisme, lui Althusser et Michel Foucault, lecteur de Hegel, qui est apparu l'année dernière en 2022. Et qu'est-ce que, ce que démontre
Althusser en 50, ce que reprend Villeroy l'année dernière dans cette thèse qui a été publiée, qui est vraiment exceptionnelle, c'est de raconter l'histoire de la montée de Hegel dans la pensée philosophique française. Donc il y avait Hegel est reçu dans le monde philosophique à partir de la fin des années 1920, particulièrement pendant les années 1930, une première fois, légèrement. Vous connaissez bien sûr, enfin il y avait le livre de Jean Val sur Hegel qui paraît en 1929, mais vous savez aussi qu'il y avait les fameuses, le séminaire fameux de Alexandre Kojève sur Hegel et sur la phénoménologie de l'esprit qui va de 1933 à 1939. Okay. Donc, première introduction de Hegel, mais un peu douce. Il n'y a pas de bonne traduction encore de la phénoménologie. La première traduction paraîtra entre 39 et 41 par Jean Hippolyte, qui lui-même fera paraître son grand livre sur la phénoménologie en 46, Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit. Et c'est donc à partir des années 1941-46 et ensuite les cours de Jean Val sur la philosophie allemande à la Sorbonne dans la fin des années 1940 que tout d'un coup Hegel devient le grand penseur en France. Et la résistance avant ça était en partie une résistance un peu nationaliste, je veux dire contre un penseur allemand dans un contexte qui suivait la Grande Guerre 1914-1918 et donc de réaction contre un penseur allemand. Mais de toute façon, il se fait intégrer entièrement, même après la Seconde Guerre mondiale, donc 46, c'est en 46 qu'il y a le livre d'Hippolyte, et vraiment, il domine. Donc, pour penser la pensée française en philosophie au début des années 50, c'était un contexte philosophique universitaire qui était entièrement saturé par l'hégélianisme. Mais ce que Althusser démontre dans ce petit article, c'est une vraie accusation de Hegel comme étant le penseur bourgeois impérialiste qui est repris et relu à cette période 1946 pour défaire Marx. Okay. En d'autres mots, vous savez, avec Hegel, il y a toujours cette distinction entre le jeune Marx qui était hegelien et le Marx scientifique, n'est-ce pas? C'est la coupure épistémique que Althusser avait développée dans ses écrits, dans ses séminaires sur lire le Capital. Donc, et l'accusation vraiment dans ce texte, c'est que toute la relecture du Marx hegelien philosophique était en fait un effort de la philosophie de reconstituer un certain libéralisme, un système de société, famille, de l'État qui était en fait une manière de défendre le capitalisme et l'impérialisme. Et que, en fait, Hegel introduit, lui, c'est fascinant, il introduit les soldats, les policiers, la police, les fonctionnaires, les magistrats dans les ordres, etc. Donc, une forme de société qui est elle-même impérialiste. Et c'est une profonde critique de Jean Val, de Jean Hippolyte. Il écrit ici que Jean Val et Hippolyte en France sont les répétiteurs, c'est à la page 251, et il finit par montrer qu'ils essayent de
faire un révisionnisme de Marx, en fait. Et que ça c'est tout l'effort de l'hégélianisme des années 1950, enfin 1940, parce qu'il écrit ça en 1950. Il attaque Raymond Aron, etc. Mais l'idée, c'est vraiment que, comme il écrit à la page 254, il y a encore une autre fin de tout cet effort, c'est la révision de Marx. Okay, et c'est en fait de fabriquer une vérité. Et il utilise ce terme, ce qui est absolument fascinant, parce que c'est le terme que Foucault reprendra, bien sûr, dans, en 71, enfin, dès qu'on est dans les cours à McGill, dès qu'il écrit euh, Nietzsche, généalogie, histoire, n'est-ce pas, la fabrique de la vérité. Euh, euh, Althusser écrit, encore dans ce texte, le temps est venu en effet où la préoccupation dominante des philosophes et des littérateurs bourgeois est le problème suivant. Que doit être la vérité pour que les communistes aient tort? Que doit être Marx pour que les communistes aient tort? C'est ainsi que nos politiques et nos philosophes bourgeois fabriquent la vérité et l'événement qui leur manque pour mieux condamner leur adversaire. Il finit ce texte en disant, enfin, vous devez vous décider, c'est ou bien Hegel ou bien Marx. Okay, c'est votre choix. Vous ne pouvez pas, c'est l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Il finit sur ça. En fait, ce grand retour à Hegel n'est qu'un recours désespéré contre Marx dans la forme spécifique que prend le révisionnisme dans la crise finale de l'impérialisme, un révisionnisme de caractère fasciste. Okay, donc, donc, il y a cette dans la pensée française philosophique de gauche, il y a toute une critique du hegelianisme qui se tourne contre Hegel et pour Marx. Alors maintenant, dans ce contexte-là, Deleuze, il y est en plein. Lui aussi, c'est une rupture avec Hegel. Il est en train de développer un Nietzsche qui est anti-dialectique, donc un Nietzsche anti-hegelien. Il écrit, par exemple, dans ce texte, il écrit, ça c'est à la page, Nietzsche et la philosophie, ça c'est à la page 223, il écrit, il n'y a pas de compromis possible entre Hegel et Nietzsche. Right? Donc c'est un peu comme Althusser, il n'y a pas de compromis possible entre Hegel et Marx, et ici, Deleuze, il n'y a pas de compromis possible entre Hegel et Nietzsche. La philosophie de Nietzsche, il écrit, forme une anti-dialectique absolue, se propose de dénoncer toutes les mystifications qui trouvent dans la dialectique un dernier refuge. Et donc pour Deleuze, la dichotomie qu'il trouve chez Nietzsche, le haut et le bas, hein, pour lui, c'est au cœur du mouvement critique. Il dit, voilà l'essentiel, il dit, le haut et le bas, le noble et le vil ne sont pas des valeurs, mais représentent l'élément différentiel dont dérive la valeur des valeurs elles-mêmes. En d'autres mots, cette différence haut-bas, c'est le différentiel, c'est la différence qui crée la valeur des valeurs elles-mêmes. Ça, c'est le cœur de la critique ou de la philosophie critique pour Deleuze. Et bien sûr, ça va donner lieu à son texte Différence et répétition, n'est-ce pas? Différence et répétition, qui sort en 68. Mais différence et répétition, il faut bien comprendre ces deux termes. C'est l'anti-dialectique, n'est-ce pas? C'est plutôt que la dialectique, il y a différence et répétition qui, pour lui, viennent de Nietzsche, n'est-ce pas? Bon, mais dans ce contexte philosophique, il faut aussi comprendre que Nietzsche n'était pas vraiment l'alternative. C'est pas comme si tout le monde se tournait à Nietzsche. Au contraire, Nietzsche, particulièrement à gauche, était sévèrement maudit, critiqué. Alors là, il faut penser à la critique de Lukács, right? La critique
Georg Lukács, qui vraiment cible Nietzsche comme étant le premier impérialiste, le premier, en fait, il appelle le premier clairon de l'idéologie impérialiste en Allemagne, mais aussi que la réception de Nietzsche en France et dans les autres pays a un effet euh, impérialiste. Pourquoi euh, euh, enfin, pour Lukács, et donc ça c'est dans son livre La destruction de la raison. Okay, la destruction de la raison, il y a tout un chapitre sur Nietzsche dans La destruction de la raison de Lukács, qui est vraiment le chapitre le plus important. C'est vraiment Nietzsche qui porte un peu cette notion de destruction de raison. C'est quoi la destruction de la raison? Mais c'est bien sûr, c'est de détruire la science marxiste, n'est-ce pas? C'est les questions de l'irrationnel face à la science, la raison et le positivisme de Marx, enfin, pas de Marx, mais de Marx comme interprété par Lukács. Euh, donc, euh, pour lui, Nietzsche représente l'antithèse de Marx. Euh, euh, alors, et quelle est la critique de Lukács? C'est vraiment cette critique marxiste de Nietzsche qu'on entend tout au long des années 1940-1950. Euh, il attaque Nietzsche vraiment d'être le... Alors en anglais, il y a une expression Pied Piper. C'est le joueur de flûte dans la légende. Vous savez, tout le monde le suit. Oui, euh, ouais, Hammond, ouais. Euh, c'est vraiment, c'est, c'est celui qui enchante. Il enchante et il sauve et il délivre les intellectuels bourgeois de leur angoisse. Il les séduit, il les détourne de leurs impulsions révolutionnaires, n'est-ce pas? Et, et finalement, il perpétue de cette manière l'impérialisme capitaliste. Et à cette époque-là, Lukács parle précisément de l'impérialisme américain. Donc, euh, il l'appelle le philosophe en chef de la réaction impérialiste. Okay, et ce qui est intéressant, et on en avait parlé dans le contexte de Foucault, c'est qu'il attaque précisément le tournant vers les pratiques de soi. Euh, et toute la question de la désubjectivation. C'est vraiment, il attaque ça. Ça c'est publié en 54, donc c'est, c'est bien avant la désubjectivation foucalienne, mais c'est exactement ce qu'il est en train d'attaquer, cette idée qu'il faut se transformer soi-même euh, avant d'agir, par exemple. Donc dans le contexte de Fanon, c'est un peu une critique du Fanon de 52, right? Qu'il faut qu'il y ait reprise de soi, qu'il faut qu'il y ait du travail sur soi, des pratiques de soi, pour ensuite devenir, pour agir, pour être révolutionnaire. Euh, Tandis que lui, au contraire, il dit que non, c'est simplement ça rend euh, les, les intellectuels complacent, complaisants, et satisfaits de soi, mais ne faisant absolument rien. Euh, euh, et donc ces formes d'irrationalisme que Lukács attaque, il faut bien comprendre que donc Nietzsche était attaqué de ce côté-là, parmi les philosophes de gauche marxistes qui critiquaient Hegel aussi, mais aussi il était critiqué par les philosophes libéraux, disons, centres, qu'ils soient gauchistes ou droitistes, mais enfin les penseurs, les philosophes libéraux. Et on l'entend encore aujourd'hui, bien sûr, avec ce texte qui a été publié en, en 1991. Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens? C'est une collection. Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens? C'était dirigé par Luc Ferry et Alain Renaud, publié en 1991.
Notre collègue Vincent Descombes, il a un chapitre là-dedans, le moment français de Nietzsche, où il essaye d'expliquer qu'il y a ce moment, mais c'est une critique assidue de Nietzsche du point de vue de la démocratie libérale, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même critique, en fait. Euh, c'est que les philosophes nietzschéens français, ils se présentent comme des radicaux, écrit Vincent Descombes, euh, ils se présentent comme ayant une posture militante ou même guerrière, mais en fait, ils ne se, ils ne se placent jamais dans une politique qui serait reconnue et qui aurait des effets. Okay, alors, il écrit, Descombes, il écrit, c'est une posture militante ou guerrière, mais à l'écart de tous les camps identifiables. Enfin, en effet, les signes extérieurs de participation du combat que multiplie le Nietzschéen français sont tous négatifs tant qu'il s'agit de politique. Ils ne deviennent positifs qu'au moment où il faut se prononcer, non plus sur une ligne de conduite politique, mais sur des principes de moralité individuelle. Ainsi, l'intellectuel qu'affecte le moment de Nietzsche sera contre les mouvements fascistes, mais sans pour autant accepter d'être pour l'un de leurs adversaires, la démocratie libérale ou le mouvement communiste. L'affirmation ne parvient à se déclarer que dans une toute autre sphère, celle d'une pure liberté de l'esprit sur fond de communauté utopique. Et c'est quoi? Non, 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 ça c'est Vincent Descombes. Ouais, dans son chapitre, dans ce livre. Euh, alors, il fait cette critique du collège de sociologie, par exemple. Bon, il fait cette critique de Foucault aussi, mais il fait cette critique de Bataille. Le groupe, là, le collège de sociologie de Bataille, qui, par exemple, il dit, quand il y avait les accords de Munich, en 38, c'était entre l'Allemagne, la France, Royaume-Uni et Italie, ils se sont opposés, mais ils ne se sont pas liés à une politique existante pour s'opposer. Euh, euh, et donc il écrit du collège de sociologie, il écrit Descombes, le parti pris politique du collège de sociologie se réduit ici à une sorte d'existentialisme millénariste dont l'écho se retrouve encore après la guerre dans certains écrits de Bachelot. Right. Donc, et c'est la critique aussi de Foucault et de Deleuze, c'est que, bon, et c'est intéressant, c'est presque le miroir de Lukács, n'est-ce pas? C'est que c'est presque c'est un certain dandyisme politique, n'est-ce pas? Où on se croit radical, mais en fait, on ne s'identifie pas et on ne se lance pas dans une alternative qui pourrait être concrète, qui pourrait avoir des effets. Alors, donc, il faut bien comprendre que en 61, quand Deleuze se tourne à Nietzsche, c'est pas comme si Nietzsche est une figure respectable. Nietzsche est une figure un peu maudite par la gauche marxiste ainsi que par les libéraux démocrates. Et aussi ignoré, ou bien maudit, ou bien ignoré. J'avais fait un échange avec Étienne Balibar le 14 février 2016, donc il y a pas mal d'années. Je lui demandais exactement de la relation entre Althusser et Nietzsche. Et c'était fascinant ce qu'il m'avait dit. En fait, il m'a dit, en ce qui concerne Althusser et Nietzsche, je me souviens de quelques allusions, mais j'ai plus le souvenir de conversations avec lui sur Nietzsche, avec Althusser, qui ne faisaient pas du tout partie de ses références. D'Althusser, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il n'en avait rien lu. Euh, euh, et, euh, et lui-même, Balibar, il me disait, peut-être c'est biaisé du fait que moi-même je n'étais pas très attiré par Nietzsche. Bien qu'ayant essayé précocement d'en lire quelques quand j'étais élève de Cagne. Althusser s'adaptait systématiquement aux intérêts de ses interlocuteurs, mais il reste que Nietzsche ne faisait aucunement partie de nos références au moment de lire Le Capital, et que je n'ai pas souvenir de texte où Althusser en parlerait. Donc, donc, il y avait ou bien un certain
anti-nietzschéanisme ou bien une ignorance totale, quoi. Nietzsche ne paraît pas dans la conversation d'Althusser, Balibar, Rancière, etc. Bon, il faut bien comprendre parce que euh, c'était les autres euh, sur lesquels on pensait, c'était tout un autre discours, même. euh, bon, ce livre, c'est du 62, mais je veux dire, dans le contexte de mai 68, ou dans l'après-mai 68, Nietzsche n'est pas une figure à laquelle on se tourne vraiment. Euh, J'étais juste en train de regarder les cours les cours qui étaient listés à Vincennes. Donc Vincennes, le centre expérimental de Vincennes ouvre en décembre 1968. Okay, donc 8 mois après mai, Vincennes, et les cours commencent en février 69, donc c'est quelques mois après mai 68. Le titre des cours, alors 68-69, il y a dans le département de philo, donc Vincennes, c'était dans le livre de Héribon. Euh, donc, euh, donc Vincennes, c'est Paris 8 aujourd'hui. Right? Bon, mais c'était un centre expérimental à l'époque. Euh, des cours. Révisionnisme, gauchisme, ça c'est Jacques Rancière. Science des formulations sociales et philosophie marxiste, ça c'est Étienne Balibar. Révolution culturelle, Judith Miller. Lutte idéologique, Alain Badiou. L'année prochaine, 69-70, Jacques Rancière enseigne théorie de la deuxième étape du marxisme-léninisme, le stalinisme. Judith Miller enseigne troisième étape du marxisme-léninisme, le maoïsme. Henri Weber, ça c'est des cours de philo. Introduction au marxisme du XXe siècle, Lénine, Trotsky et le courant bolchevique. Alain Badiou, la dialectique marxiste. Bon, donc vraiment, c'est pas exactement. Enfin, il y a un discours qui est clair là. Et Nietzsche, il rentre pas là-dedans. Pourtant, le cours de Foucault s'appelait en 60. Le premier cours en 68-69, c'était discours de la sexualité, qui a été publié, édité par Claude Doron, publié il y a 4 ans à peu près. Et le deuxième, c'était la fin de la métaphysique. Ce cours-là, c'était vraiment sur Nietzsche, qui reprendra l'année d'après dans le cours Nietzsche généalogie que je suis en train d'éditer, qui va paraître l'année prochaine. Et pardon. Ben non, fin de métaphysique, il avait traité de Nietzsche. Mais on a seulement les notes pour le cours sur Nietzsche. Et donc j'imagine que il a repris du matériel qu'il avait utilisé pour fin de métaphysique. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a Deleuze, je crois qu'il enseignait, j'ai pas, il faut que je crois qu'il enseignait à Vincennes aussi, et j'ai pas le nom de son cours. Euh, euh, il faut que je fasse des recherches pour trouver celle-là. Pardon? Ouais, c'est pas clair en 60 ce qu'il enseignait. C'était à Vincennes qu'il a rencontré Félix Guattari, du reste. Euh, et donc, il est en train de se lancer dans l'Anti-Oedipe, qui est publié en 72. Euh, mais je ne sais pas ce qu'il a enseigné exactement. C'est une bonne question, ça. Bon, pardon? 60, ben, ça aurait été. L'année scolaire, ça a été 68-69, et puis ensuite 69-70, et puis les années d'après. Bon. Euh, pourtant, donc, Pourtant, il y a quand même un courant où Nietzsche est en train de se développer. Et donc, Deleuze, bien sûr, euh, grâce en partie à Deleuze, mais pas seulement. Donc, on va se pencher sur Deleuze, mais il y a le Deleuze de 62, Nietzsche et la philosophie. Il y a le colloque sur Nietzsche au Royaumont qui se fait en 1964. Donc, ça, c'est le colloque auquel
qui a été organisé par Deleuze, et qui, c'est là où Foucault présente son Nietzsche, Freud, Marx. Et ça va paraître chez les éditions de Minuit en 67. C'est un livre, c'est une collection qui s'appelle Nietzsche. Voilà. Donc ça paraît en 67. Deleuze avait fait paraître un plus court Nietzsche, monographe un peu manuel pour les étudiants, intitulé simplement Nietzsche. Ça, c'était en 65. Et ensuite, son ouvrage très nietzschéen, Différence et répétition, apparaît en 1968. Donc, Deleuze était en partie la personne qui nourrissait cet intérêt pour Nietzsche le plus, mais il y en avait d'autres, bien sûr. Pierre Klossowski sort son livre Nietzsche et le cercle vicieux en 1969. Pierre Klossowski, c'était lui qui traduisait Nietzsche en français. Et donc, il avait fait ça depuis quelques décennies, mais il sort son livre sur Nietzsche et le cercle vicieux. Ensuite, il y en a un autre, Jean Granier, qui était au CNRS et qui a travaillé pour 5 ans pendant cette période et qui publie en 1966 son livre Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche, un grand pavé de 650 pages qui est vraiment tout sur la question, le problème de la vérité chez Nietzsche, et qui aura une assez grande influence. Donc, avec tout ça, il y a un développement d'une certaine influence nietzschéenne, un courant nietzschéen parmi cet anti-hegelianisme, cet anti-nietzschéisme, ce marxisme, maoïsme, etc. Un courant que Deleuze, dont Deleuze est peut-être l'un des plus responsables. Vincent Descombes parle de 3 moments français de Nietzsche, et ça c'est le 3e moment. Il y avait d'autres moments avant, un moment à la fin du 19e siècle parmi les écrivains, et puis il y avait un 2e moment pendant l'entre-deux-guerres qui était parmi les intellectuels non conformistes, mais là finalement le 3e moment, c'est vraiment cette période, avec Deleuze, Foucault, Derrida, etc. 3e moment, et ça c'est chez les philosophes, donc c'est le 3e moment Nietzsche en France. Et ça se développe particulièrement, comme Vincent Descombes dit, lors du déclin des courants qui avaient dominé l'après-guerre, tels que l'existentialisme, le marxisme, puis le structuralisme. Bon, alors, quel est ce Nietzsche de Deleuze? Bon, je vous ai déjà donné quelques indications, mais allons-y. Nietzsche représente pour Deleuze, comme il représentait pour Foucault, une rupture, okay, une transformation dans la manière de faire de la philosophie. Il écrira, Deleuze, dans Différence et répétition, la recherche de nouveaux moyens d'expression philosophique a été inaugurée par Nietzsche. Okay, et donc, c'est dans cette nouvelle âge de la philosophie inaugurée par Nietzsche, c'est vraiment la différence et la répétition qui ont supplémenté l'identité et la négation, n'est-ce pas? Et du reste, il le dit lui-même, il l'écrit lui-même dans son livre Différence et répétition, à la première page. La différence et la répétition ont pris la place de l'identique et du négatif, de l'identité et de la contradiction. Okay? Donc, on retrouve bien sûr avec ces notions de différence et de répétition le concept de l'éternel retour de Nietzsche, compliqué bien sûr par Deleuze, mais c'est bien Nietzsche qui est l'inspiration pour ce travail. Alors, qu'est-ce que Deleuze a fait à Nietzsche? Alors, si on pourrait penser que Bataille a récupéré Nietzsche des fascistes, ou que Maurice Blanchot aurait mis en valeur son écriture, Deleuze, il a fait de Nietzsche le philosophe critique, fondateur, l'inventeur d'une philosophie critique,
qui supplante donc Kant, qu'on pense conventionnellement comme la source vraiment de la critique, Kant, mais qui, selon Deleuze, a manqué sa cible. Kant n'a pas fait de la vraie critique, dit Deleuze. Et il n'a pas fait de la vraie critique parce que l'essence de la critique, le noyau de la critique, pour Deleuze, c'est l'interrogation sur la valeur des valeurs. Et c'est seulement Nietzsche qui pose la question de la valeur de la morale. Euh, euh, et donc, Deleuze déclare, la philosophie des valeurs, telle que Nietzsche l'instaure et le conçoit, est la vraie réalisation de la critique, la seule manière de réaliser la critique totale, c'est-à-dire de faire de la philosophie à coups de marteau. Euh, euh, et voilà. Donc, selon la lecture de Deleuze, vraiment le projet le plus important de Nietzsche, le projet primordial de Nietzsche, c'était d'introduire, comme il écrit, d'introduire les notions de sens et de valeur dans la philosophie. Et c'est ça qui a façonné la philosophie moderne, c'est ça qui a transformé, c'était ça la rupture, qui a donc réorienté la philosophie en l'éloignant des questions directes de vérité et de fausseté, vers les catégories du bien et du mal. Okay, et c'est ça le haut et le bas, le noble, le bien et le mal, qui supplantent le vrai et le faux, donc kantien, donc les limites de la raison, etc. Euh, euh, voilà l'essentiel, dit Deleuze. Le haut et le bas, le noble et le vil ne sont pas des valeurs, mais représentent l'élément différentiel dont dérive la valeur des valeurs elles-mêmes. Bon, je reprends cette citation parce que nous l'avions vu plus tôt, mais c'est vraiment, là, vraiment important. Et du reste, c'est important parce qu'il ne veut pas reprendre il ne veut pas reprendre la logique des valeurs chez Nietzsche. Il ne veut pas parler en termes de ce qu'il y a de vraiment de haut, de bas, de noble ou de servile, parce qu'il veut contester ces notions mêmes, mais il veut utiliser ça comme méthode, n'est-ce pas? Comme méthode. C'est ça le différentiel, la différence, qui fonde les questions de la valeur des valeurs elles-mêmes. Bon, alors, il y a toute une critique, bien sûr, de Kant et de la critique immanente de Kant. Il s'agit, dont Deleuze caractérise comme une contradiction impossible, une contradiction que Nietzsche lui-même surmontera grâce à sa notion de volonté de puissance, qui seule est capable de rendre possible une transmutation, bien que, encore une fois, Deleuze va reprendre ces concepts, question de retour éternel, question de merci, éternel retour, euh, question de volonté de puissance, et les reformuler contre les appropriations heideggeriennes et fascistes. Donc, alors, sur la question de la volonté de puissance, par exemple, il est vraiment important, selon Deleuze, d'éviter d'interpréter la volonté de puissance comme vouloir dominer ou comme vouloir le pouvoir, qui est un peu l'interprétation courante de la notion de volonté de puissance. Oui, ouais. Enfin, il dit explicitement la puissance est ce qui veut dans la volonté. Right? Euh, pardon? Oui.
c'est dans, je crois que c'est un peu ce qui donne ce contrôle. Il dit que la puissance est l'inverse du pouvoir et que ceux qui veulent le pouvoir, c'est ceux qui ôtent la puissance. Oui, ouais. Mais ça se trouve déjà théoriquement Oui, là-dedans, ouais, par cette idée, par exemple, quand il écrit la puissance comme volonté de puissance n'est pas ce que veut la volonté, mais ce qui veut dans la volonté. Donc il est déjà en train de, 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 de faire une transformation vraiment donc de cette notion de volonté de puissance. Entre les mains de Deleuze, vraiment, la volonté de puissance est retournée, ouais, elle prend mouvement, est retournée, et c'est plus la volonté de domination auquel on s'était habitué un peu. Euh, il y a aussi très important Deleuze développe une critique qui remet en cause la valeur de la vérité elle-même, pas seulement la valeur des valeurs, mais la valeur de la vérité. Euh, et donc, euh, 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 on, c'était déjà, bien sûr, enfin, il retrouve ça chez Nietzsche, dans la généalogie de la morale, par exemple. C'est dans la troisième dissertation, dans le 24e paragraphe de la troisième dissertation, je crois que Nietzsche écrit: définissons ainsi notre tâche, nous devons tenter une fois pour toutes de mettre en question la valeur de la vérité. Donc c'est ça qui reprend, et très important, et c'est vraiment important pour le concept euh, de mettre en cause la valeur de la vérité, c'est ce qui mènera aussi Foucault à tout son travail sur l'histoire de la vérité et l'invention de la vérité qu'on retrouve dans ses cours et ses conférences à Buffalo, à McGill, etc. Euh, alors, euh, alors, Deleuze systématise Nietzsche. Hein. C'est pas, enfin, il y a beaucoup de penseurs qui essayent de désystématiser Nietzsche, right? Euh, euh, qui essaie de montrer en fait que non, pour chaque paragraphe, il y a un autre paragraphe qui dit le contraire, pour essayer de montrer cette ouverture. En fait, Deleuze, il essaye vraiment de systématiser Nietzsche en tant qu'un penseur avec des idées rigoureuses, interconnectées, cohérentes. Euh, il essaye de fixer la terminologie, d'ancrer les métaphores, et tout ça, c'est nécessaire. Deleuze dit du reste, il le dit, parce que toute la rigueur de cette philosophie, dont nous soupçonnons souvent, à notre détriment, la précision systématique, dépend de ce type de travail analytique. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est quels sont les textes sur lesquels il se penche. Et c'est vraiment, il se penche beaucoup sur la généalogie de la morale, euh, plus que d'autres avant lui, comme Bataille ou Blanchot, en partie parce que, pour Deleuze, c'est la généalogie qui représente le plus systématique de ses livres et qui fonde sa philosophie critique. Donc il se penche moins sur les aphorismes et les collections d'aphorismes, mais sur cette systématicité de la généalogie nietzschienne de la morale. Euh, euh, donc rupture avec Kant, rupture avec Hegel, et voyons, et transformation des concepts dont on a l'habitude de penser. Transformation de volonté de puissance, transformation des hiérarchies entre fort et faible, n'est-ce pas? C'est, il, il veut utiliser ces différences, mais les, euh, ne pas les réaffirmer de la manière dont on en pense d'habitude. Euh, alors, et là, c'est important, et ça, c'est du reste euh, euh, sur
c'est qui? C'est qui? Donc vous aviez posé la question la semaine dernière. Est-ce que c'est Victor? Je ne me rappelle pas exactement. Il y avait une question au sujet de ce différentiel entre fort et faible et comment est-ce qu'on peut penser Nietzsche. Euh, je crois que, enfin, euh, c'était quelqu'un qui est en ligne maintenant. Euh, Victor ou Maël. Bon, euh, je n'arrive pas, je vous vois pas, mais de toute façon, euh, et je peux pas vous entendre, donc ok. Mais de toute façon, euh, euh, là c'est important, je crois, parce que en ce qui concerne cette relation entre force et faiblesse, euh, c'est important de voir qu'il faut, pour Deleuze, éviter. Il dit éviter de croire que les plus puissants dans un régime social sont par là même les plus forts. Right? Et donc, il essaie de mieux comprendre et mieux expliquer la conception de la force chez Nietzsche. C'est peut-être, enfin, c'est en relation avec la puissance, donc, comme on parlait avant. Euh, écrit euh, euh, ce qu'il essaie de montrer, c'est ceux qui ne sont pas puissants triomphent non pas en additionnant leur force, mais en soustrayant la force des autres, n'est-ce pas? Right? Il sait. Oui, ça va bien. Ouais, ça va bien avec l'éternel retour. Donc, sur l'éternel retour ou le retour éternel. Euh, 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 là, il reprend ce concept pour en donner une lecture éthique dans les termes les plus clairs, selon ma lecture, enfin disons à cette époque-là, peut-être que ça change avec l'anti-Oedipe et mi-Plateau, mais dans ce contexte ici, l'éternel retour est vraiment l'équivalent d'une maxime kantienne qui permet de guider nos actions. C'est vraiment une éthique. Il dit l'éternel retour donne à la volonté une règle aussi rigoureuse que la règle kantienne. Il dit à la page 77 ici. Comme pensée éthique, l'éthique retour, il dit, est la nouvelle formulation de la synthèse pratique. Ce que tu veux, veuille-le de telle manière que tu en veuilles aussi l'éternel retour. Page 77 de Nietzsche et la philosophie. Donc, euh, 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 c'est toutes des reprises de concepts et des transformations, des redirections de ces concepts. Bon, alors, euh, le résultat, euh, le résultat, c'est ce texte, Différence et répétition, qui reprend tout ça et synthétise ça dans la propre voix de Deleuze. Et puis ensuite, quelques années plus tard, les travaux avec Félix Guattari sur l'anti-Oedipe et l'Émile Plateau. Alors une question qui se pose, c'est de savoir s'il existe une rupture entre les travaux sur Nietzsche dans les années 1960 et les travaux avec Guattari pendant les années 70. Euh, euh, et est-ce qu'il s'éloigne de cette perspective et de cette manière de penser la critique, de penser Deleuze comme source de la critique? Enfin, il y a des arguments, mais il faut bien se rappeler que, bien au milieu de l'anti-Oedipe, Deleuze et Guattari reviennent à la généalogie de la morale de Nietzsche, quand même. C'était quelque chose que Rosalind Morris avait mis le point dessus, et, euh, et que la généalogie de la morale de Nietzsche redevient très important, bel et bien au milieu presque de ce texte anti-Oedipe. Alors, moi je crois donc qu'il y a continuité avec le premier Deleuze, qui représente Nietzsche vraiment comme critique fondatrice, et, mais, euh, mais mais euh, disons que la relation à Nietzsche quand même change
avec le développement de cette approche plus radicalement euh, plus radicale, disons, avec Guattari. Ouais. Bon, alors voici donc une ombre différente, vraiment l'ombre critique de Deleuze. Et la dernière ombre dont on va parler, c'est celle de Sarah Kaufmann. Et là, je dirais que Kaufmann nous a offert une lecture très politique, une philosophie de la justice avec des implications vraiment importantes pour les juristes, en fait. Donc Kaufmann elle-même n'était pas juriste, elle était professeure de philosophie à l'Université de Paris, à la Sorbonne. Elle était une des plus grandes interprètes et penseuses avec Nietzsche. Elle a écrit de nombreux ouvrages sur Nietzsche, avec, pour commencer, le Nietzsche et la métaphore, que je vous conseille de lire, 1972. Ensuite, il y avait Nietzsche et la scène philosophique en 1979. Ensuite, en 92, il y a Explosion, volume 1, de Lecce Homo de Nietzsche. Et puis ensuite, en 93, il y a Explosion numéro 2, Les enfants de Nietzsche. Et puis, en 1994, son dernier livre s'appelle Le mépris des Juifs, Nietzsche, les Juifs, l'antisémitisme. Et ce dernier livre-là sert encore aujourd'hui de défense de Nietzsche contre les accusations d'antisémitisme. Et donc Sarah Kaufmann elle-même était juive et comme je vais vous expliquer, son père a été déporté et tué à Auschwitz. Et c'était quelque chose qui l'a marqué profondément. Et donc, tout son travail a été un effort à la fois de penser avec Nietzsche, mais aussi de penser son propre histoire et l'antisémitisme. Et ses derniers livres seront beaucoup plus autobiographiques. Alors, et ce dernier livre, Le mépris des Juifs, où elle défend Nietzsche contre les accusations d'antisémitisme, le dépeint Nietzsche quand même comme ayant des énormes préjugés à l'égard des Allemands, par exemple. Donc, ça ne le présente pas comme un penseur sans préjugés, mais un penseur qui avait d'autres préjugés que ceux dont on attribue d'habitude. Bon, alors, Sarah Kaufmann, donc née en 1934, et elle termine sa vie elle-même en 1994, l'année de ce dernier livre. Elle a trouvé dans Nietzsche une méthode de pensée particulière qui, selon elle, inaugure une nouvelle philosophie. Peut-être que un des traits les plus communs de toutes ces différentes ombres de Nietzsche, c'est cette question de rupture et d'ouverture d'une nouvelle philosophie ou d'une nouvelle manière de faire la philosophie. C'est peut-être pas le cas avec Heidegger, simplement parce que je pense que Heidegger avait le désir de mettre Nietzsche plutôt dans le courant de sa propre pensée, donc il ne voulait pas le penser comme inventeur d'une nouvelle philosophie, parce que c'était lui l'inventeur d'une nouvelle philosophie, plutôt. Donc,
mais, mais pour la plupart des autres penseurs qu'on a étudiés ce semestre, je pense que c'est vraiment là un, un thème commun qui traverse la plupart de ses écrits, la manière dont il représente une rupture avec la philosophie, une rupture qui crée notre philosophie moderne. C'est certainement le cas avec Kaufmann. Une nouvelle façon de théoriser qui dépasse la distinction statique entre le raisonnement conceptuel ou l'analytique d'une part et les approches métaphoriques ou poétiques de l'autre. Et c'était ça euh, ce que Sarah Kaufmann voulait montrer, c'est que on a l'habitude de penser à Nietzsche comme euh, plutôt genre métaphore, n'est-ce pas? Pas et poétique, et aphoristique, n'est-ce pas? Euh, Confus, irrationnel, inconsistant, etc., contradictoire, en contraste avec la pensée analytique, conceptuelle, la raison, toute la philosophie analytique aujourd'hui, etc. Et pour, pour résumer un peu ce que je vais vous présenter d'une manière un peu plus explicite, mais pour résumer, ce qu'elle essaye de démontrer, c'est qu'en fait, euh, cette comparaison entre le poétique, le métaphorique et le conceptuel est en fait une erreur que Nietzsche lui-même nous a montrée. Et que, en fait, et ça revient à cette petite phrase, peut-être, enfin ça revient pas, enfin, il y aura une longue explication, mais la petite phrase de Nietzsche dans Vérité et mensonge, n'est-ce pas, ce jeune texte de 73, 1873 sur la vérité et les mensonges, vous savez, qui commence, la vérité a été inventée sur cet astre par ces animaux, euh, quelle invention. Et, bon, là, je coupe jusqu'à la fin, mais euh, quand il dit, Nietzsche, quand il dit les vérités sont des illusions dont on a oublié que c'est ce qu'elles sont. Les métaphores sont usées et sans pouvoir sensuel. Les pièces de monnaie ont perdu leurs images et ne comptent plus qu'en tant que métal et non plus en tant que pièces. Alors c'est cette idée qu'en fait, les, en fait les concepts ne sont que des métaphores dont on a oublié que c'était des métaphores. Right? Et les métaphores ne sont que des concepts dont on a oublié que c'était des concepts. Il y a 4 ans, les sciences humaines, c'était une manière de manipuler la vérité. Je l'ai dit toujours. Ouais, je veux dire, ouais, je me répète. Je me répète. C'est la continuité. Ouais, mais c'est la. Donc euh, la conclusion serait donc que l'opposition entre euh, métaphore et concept est une fausse contradiction, n'est-ce pas? Et que, euh, et que on est toujours en train de faire de l'interprétation à travers des guises, que ce soit conceptuelles ou métaphoriques. Alors ça c'est... oui, allez-y. Euh, oui, alors...
Oui, alors, ça c'est intéressant. Alors, petite parenthèse sur ça. Alors, euh, toute la construction de la métaphore de la planète comme Gaïa, comme mère maternelle, euh, est une métaphore qui a des conséquences importantes dans le contexte environnemental, n'est-ce pas? Euh, Gaïa qui peut survivre, qui peut s'adapter aux changements climatiques, etc. Alors c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a un papier là-dessus remarquable qu'on avait étudié dans Abolish Oil, qui est par Leah Aronson, je crois, où elle démontre que toute cette métaphore a en fait été subventionnée et créée par ExxonMobil. Hein, et que toute l'utilisation de cette métaphore a été euh, stimulée et mise en place et renforcée par des chercheurs qui étaient liés à ExxonMobil pour combattre les critiques environnementales contre la pollution, etc. Et c'était l'idée, c'était non, la Terre c'est Gaïa, Gaïa peut s'adapter, s'il y a de la pollution, elle peut se transformer, elle peut, etc., etc. Et donc, ouais. Donc je pense que oui, la poésie slash les métaphores peuvent jouer ce rôle de construction de vérité. Je pense qu'ils peuvent aussi jouer le rôle de déconstruction de vérité aussi. Enfin, toi, tu avais pensé à déconstruction plutôt de construction. À ma feuille, on utilise beaucoup le texte politique pour un peu radicaliser son propos. Enfin, en même temps, c'est une point de vue une thèse qui est essayer de réécrire l'écologie et de trouver une grammaire qui soit plus effective en fait, et qui aussi de la circuler en utilisant le texte politique comme un média visuel et Oui, tout ça permet oui, de construire un petit peu oui, pas la limite oui, et le fantasme environnemental. oui. Alors oui. Mais alors je crois que, enfin, ça c'est ma lecture de Kaufman, c'est qu'en fait elle est une critique, elle est radical crit. Ce qui veut dire, de ma perspective, que euh, qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de direction politique dans l'utilisation de la poésie métaphore. Euh, en d'autres mots, que ça peut être utilisé pour pousser dans une bonne ou dans une mauvaise direction. Je veux dire qu'il n'y a pas que c'est pas nécessairement le cas que poésie métaphore est gentille, right? Right. Pardon? Oui, bien sûr, je crois. Oui, 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 En fait, parce que là, dans vérité, l'ensemble de sciences extrêmes morales, et cette notion une forme de théorie du contrat social du community. Alors, moi, j'avais abordé par le texte de Derrida, La vie, la mort, où je crois qu'il revient, je ne sais pas si l'expression est là, mais vraiment cette notion un peu en revenant au truc de Prométhée et de Timothée. Donc, qu'est-ce que l'homme a, l'être humain qui n'a pas de crocs ou d'autres avantages d'animaux? Il a la dissimulation. Alors, en plus, une truc, c'est justement, Derrida, il s'appuie sur une méthode de Kaufman, des trucs aussi psychanalytiques, où on a tous quelque chose à l'intérieur de soi qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas affronter. Et du coup, la spécificité de l'être humain, c'est de raconter des histoires, de fabuler, voilà, et du coup, de construire par nécessité, à la fois parce qu'on ne peut pas affronter ce qu'il y a à l'intérieur, et par nécessité physiologique, quoi, pour ne pas se de se construire des récits, de devoir construire quelque chose comme une réalité qui peut être bonne ou mauvaise. De toute façon, on affronte le fait qu'elle soit toujours construite et que ce soit la définition de l'humanité par rapport aux autres animaux, enfin, aux autres vivants, de voir cette
Mhm, mhm. de la Pour le civilisation. fond, c'est ça, quoi. Ouais, Le fond de ouais, 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 ouais. C'est pour ça que, en fait, je pense que le livre Kaufman sur la métaphore est vraiment important pour les juristes, en fait. Parce que je crois qu'on retrouve toute cette dialectique entre, enfin, l'histoire, au moins aux États-Unis, l'histoire de la production de de la pensée classique euh, aux États-Unis a été un effort de prendre des métaphores et d'en déduire des concepts. Comme ça, on n'avait plus besoin de métaphores. La technique juridique common law, c'est en fait d'utiliser des métaphores. C'est toujours d'utiliser des métaphores. C'est comme ça que ça marche, le common law. On a un cas qui est au sujet euh, d'un stylo quelconque, et un autre cas au sujet d'un crayon, et la question c'est est-ce que le stylo est comme un crayon? Est-ce que la brouette est comme une voiture? Donc c'est toujours, on peut rire, mais c'est vraiment ça la méthode common law. C'est toujours, il y a une distinction et on se demande mais quelle métaphore est la bonne? Est-ce que la brouette, c'est comme la voiture ou c'est comme la, je ne sais pas quoi. C'est pour rapprocher Ouais, aussi. c'est pour rapprocher, parce que oui, parce qu'une fois qu'on peut rapprocher, on a un cas qui détermine, n'est-ce pas? Et tout l'effort de la pensée classique a été d'éliminer les métaphores et de transformer tout ce qui était métaphore en concept. Comme ça, on pourrait dire, on n'a pas besoin de regarder tous les autres cas, on peut déduire le résultat de ce concept analytique. Right? Mais le problème du droit, c'est qu'on on est toujours face à cette manœuvre de métaphore. Je veux dire, parce que c'est ça l'art vraiment juridique, c'est de comparer, c'est de comparer, de démontrer, etc. Et donc, ce qui a, d'une certaine manière, déconstruit l'effort de construction analytique, c'est l'utilisation ou c'est la méthode métaphorique du droit. Et toute la dialectique aux États-Unis a été d'aller de l'un à l'autre, vraiment. L'effort du law and economics est un effort d'aller vers le conceptuel plutôt que le métaphorique. Critical legal studies, c'est de déconstruire le conceptuel à travers le métaphorique, etc. Alors, mais ce qu'elle essaie de montrer ici, c'est que, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, mais que les deux font pleine partie de chacun. Donc, métaphore fait plein de parties de concept, concept fait plein de parties de métaphore. Elle retrouve ça dans Nietzsche. Et le résultat, c'est que euh, cette opposition entre métaphore et concept est, est substituée par des simples, comme elle dit, des simples différences de degrés. Okay? Euh, et, et le résultat, c'est que, elle dit, Nietzsche inaugure un type, un genre de philosophie qui utilise délibérément des métaphores au risque d'être confondu avec la poésie pour, n'est-ce pas, pour euh, euh, faire du raisonnement conceptuel, finalement, mais conceptuel, mais métaphorique. Euh, alors, euh, c'est une nouvelle philosophie du devenir pour Kaufman. Euh, euh, chaque concept va avoir une histoire, right? Parce que le concept est lié aux métaphores. Donc on peut faire des histoires des concepts et on peut démasquer derrière les concepts et les abstractions des concepts, on peut démasquer euh, leur réalité et toute la multiplicité des métaphores qui se cachent derrière
les concepts. Et bien sûr, c'est un travail philologique en même temps, n'est-ce pas? Parce qu'on doit retracer l'évolution de chaque concept. Et donc ça représente cette nouvelle méthode de Nietzsche lui-même, qui est en partie sémiotique, qui est en partie symptomatologique, qui se tourne autour de l'histoire, de l'étymologie, de la généalogie. C'est de la généalogie des concepts moraux qu'elle propose. Et bien sûr, il y a une résonance avec le travail de Foucault, par exemple, sur la manière dont les concepts comme source, provenance, invention, n'est-ce pas, vont donner naissance à l'invention de la vérité. Donc Kaufmann qui aurait une influence sur la pensée de Foucault aussi. Mais c'est clair que la relation entre métaphore et concept est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait penser, et ça appelle à une vision plus nuancée de l'opposition. Parce qu'en fin de compte, le conceptuel est en fait constitué de métaphores coagulées, mais on ne peut pas ensuite privilégier les métaphores parce que les métaphores eux-mêmes ont une généalogie conceptuelle aussi. Donc, vraiment, chacun est lui-même, concept, métaphore, des couches de l'autre. Ok? Et la méthode de Kaufmann devient déconstructive. Il ne s'agit pas simplement de renverser la hiérarchie conventionnelle qui privilège le logos ou la raison par rapport à la métaphore ou la poésie. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une autre hiérarchie arbitraire avec la poésie en premier. Il s'agit plutôt de montrer comment les deux sont imbriqués, fonctionnent ensemble, différemment de ce qu'on pensait, et différemment qu'ils ne feraient par un simple renversement. Le conceptuel s'avère être métaphorique, mais le métaphorique, le poétique, finit par être une philosophie rigoureuse dans ce sens. Et je pense que voilà, je pense que ça a beaucoup d'implications pour la justice, pour la politique. C'est pas seulement une nouvelle philosophie, c'est en même temps profondément pertinent sur ces questions, parce que ce texte, Nietzsche et la métaphore, soulève la question centrale du droit et de la politique, qui a vraiment hanté la pensée juridique. Vraiment, qui est, est-ce que le droit est une entreprise scientifique fondée sur l'analyse conceptuelle ou plutôt une forme d'art fondée sur des métaphores? Et la réponse ici, c'est cette réponse déconstructive de Kaufmann révèle le rôle de l'interprétation et de l'imposition de sens sur les deux, à la fois sur le métaphorique et sur le conceptuel. Et donc, Kaufmann nous permet de dépasser les significations qui pourraient exister aujourd'hui entre ces dichotomies conventionnelles et propose vraiment une nouvelle philosophie, une nouvelle méthode pour nous libérer de ces contraintes. Alors, les autres œuvres de Kaufmann incluent donc 2 livres autobiographiques, dont le dernier s'appelle Rue ordinaire, Rue Labatte, en 1994. Textes qui sont vraiment marquants sur sa jeunesse dans la France occupée. Rue l'ordinaire s'ouvre
avec s'ouvre sur cette phrase: le 16 juin 1942, mon père savait qu'il allait être ramassé. Et en fait, il avait été ramassé le 16 juin 1942. C'était un rabbin, Berek Kaufman, avait été arrêté et transporté au camp d'internement à Drancy. Vous savez, c'est tout près d'ici, Drancy. En fait, c'est un arrêt sur le RER quand on va en direction de l'aéroport de Charles de Gaulle. Et c'était là, à la gare de Drancy, que des quinzaines de milliers de Juifs ont été déportés. Et ensuite, il a été déporté à Auschwitz et il a été assassiné. Il refusait de travailler le jour de sabbat. Et puis, il s'est fait enterrer vivant. Donc, elle a eu une vie difficile à Paris. Elle a été élevée, sa mère était très abusive et elle a été élevée par une autre femme. Mais c'était très difficile parce que sa mère était abusive envers elle. Et donc, il y a eu des procédures judiciaires à la fin de la guerre. C'était un procès improvisé devant un tribunal des forces françaises de l'intérieur qui a attribué à l'autre gardienne cette jeune fille, Sarah Kaufman, mais elle était reprise par sa mère naturelle. Donc c'est une belle autobiographie émouvante qui se termine sur les funérailles de sa mère. De mère de substitution. Ça se termine là, 1994, et puis le 15 octobre 1994, le jour du 150e anniversaire de la naissance de Nietzsche, Sarah Kaufman s'est donné la mort. Aujourd'hui, on ne la lit pas assez, donc j'espère que votre lecture permettra à Sarah Kaufman de se faire entendre un peu de nouveau. Bon, alors, deux autres ombres de Nietzsche. Alors, comment finir un peu ce séminaire sur ces ombres? Quoi penser à ces ombres? Il me semble que les ombres de Nietzsche, toutes les ombres que nous avons vues se retrouvent dans un contexte politique. Ils sont tous situés dans un moment historique. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de Nietzsche, il n'y a que des ombres politiques situées dans un contexte historique de Nietzsche. Heidegger, il cherchait à comprendre et à vivre le moment nazi à travers sa lecture et ses recherches sur Nietzsche. C'est Nietzsche qui l'aidait à vivre ce moment politique. Bataille, il se tourne vers Nietzsche pour combattre le fascisme. Jaspers, il se tourne vers Nietzsche pour devenir philosophe pendant une période de fascisme croissant et de crainte. Foucault, il utilise Nietzsche pour se libérer d'un marxisme normalien en 1950, pour se libérer d'un marxisme plus populaire en 1969. Fanon pour aller au-delà du racisme et du colonialisme en 1952. Deleuze pour mettre en cause la critique et interroger la valeur des valeurs. Kaufman pour faire une politique au-delà de la métaphore et le concept. Mais je pense que ces Nietzsche ont toujours été motivés par la politique. On ne pourrait jamais dire que l'un d'entre eux est fidèle à Nietzsche. Ce sont tous des projets politiques. Et bien sûr, il faudrait se demander si tout notre travail philosophique est du même caractère. Du moment qu'il n'y a pas des vérités éternelles, ni des universaux, du moment que nous habitons pleinement l'ère moderne, qui est une ère réflexive, prête à se réinterroger sur la place
de l'humain, de l'animal, de la vie, de la planète, eh bien on se retrouve toujours en situation. Et on travaille des textes pour essayer de nous aider à savoir comment penser et agir, à comment faire de la théorie et la pratique. Il n'y a donc, en fin de compte, pas de Nietzsche. Et peut-être dans ce sens-là, il n'y a pas d'ombre de Nietzsche non plus. Les ombres de Nietzsche, ce seraient en fait nos propres ombres. Ce sont les nôtres, nos ombres que d'autres personnes attribuent à Nietzsche, que d'autres personnes interprètent comme des ombres de Nietzsche. Vous vous rappelez, on avait commencé avec ce passage du Gai Savoir, paragraphe 108, Nouvelle lutte, il avait écrit. Après que le Bouddha fut mort, on montra encore des siècles durant son ombre dans une caverne. Ombre formidable et effrayante. Dieu est mort, mais telle est la nature des hommes que, des millénaires durant peut-être, il y aura des cavernes où l'on montrera encore son ombre. Et quant à nous autres, il nous faut vaincre son ombre aussi. Il nous faut croire qu'on montre son ombre. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on est en train de montrer des ombres de Bouddha? Ou est-ce que c'est les ombres qui se montrent? Est-ce que Nietzsche lui-même avait compris en fait que ce ne sont pas les ombres de Bouddha qu'on montre, mais nos propres ombres? Qu'est-ce qu'il voulait dire par « il nous faut vaincre son ombre aussi » Il y a d'autres manières qu'il avait écrit ce passage. Il avait proposé en fait que, et c'était dans le contexte de l'ombre de Dieu, il avait proposé que Dieu ne continue de vivre que sous la singulière et nouvelle condition que l'on ne croit plus en lui. Mais il est devenu un spectre, évidemment. Alors, est-ce que, en fait, les ombres dont on parle sont plutôt des spectres de nous-mêmes, nos propres projections? Right? Je pensais donc qu'on pourrait finir sur le début et la fin du texte de Nietzsche, Le Voyageur et son ombre, pour essayer d'interroger quelle est la conception d'ombre que lui avait lui-même. Vous savez, le Voyageur et son ombre, c'est un texte qui a été écrit en 1880, qui sera rajouté au Humain trop humain, au deuxième volume de Humain trop humain. Le premier volume, Humain trop humain, c'est la première fois où Nietzsche parle en aphorisme. Je crois que c'est publié en 78. En 79, il ajoute des opinions qu'il publie. En 80, il ajoute Le Voyageur et son ombre. Et le texte commence par une conversation entre l'ombre et le voyageur, et termine aussi de cette manière. L'ombre qui tout d'un coup commence à parler, et le voyageur qui est surpris. On parle? Où cela? Et qui? Il me semble presque que je m'entends parler moi-même, seulement avec une voix plus faible encore que n'est la mienne. Et c'est l'ombre en fait qui parle au voyageur. Le voyageur est très surpris par Dieu et toutes les choses auxquelles je ne crois pas. Mon ombre parle, je l'entends, mais je n'y crois pas. Et l'ombre dit, bon ben écoute, commençons à parler, n'y réfléchissons pas trop, on a seulement 1 heure, parce que le soleil va se coucher. Alors il y a 3 choses dans cette conversation entre le voyageur et son ombre que je pense
qui pourraient être importants pour nous. Le premier, c'est un peu la dialectique entre l'ombre et le voyageur. L'ombre dit, ils sont en train de se parler, il dit, cela me suffit, car tous n'y reconnaîtront que tes opinions. À l'ombre, nul ne pensera. Et donc l'ombre est en train de dire au voyageur, c'est toi qui reçois toute l'attention en fait. Et personne ne va croire de toute façon que ce que j'ai à dire est à moi. Ils vont tous penser que ça vient de toi. Le voyageur répond, par contre, peut-être t'abuses-tu, ami. Jusqu'ici, dans mes opinions, on s'est plutôt avisé que l'ombre que de moi-même. Donc, les voyageurs, eux, par contre, ils pensent qu'on ne les écoute jamais et qu'on écoute seulement les ombres, en fait. Et donc, la première chose qu'on pourrait tirer de ça serait quelles sont ces relations entre l'attention qu'on paye aux voyageurs, l'attention qu'on paye à ces ombres. Pourquoi est-ce que le voyageur ne pense jamais qu'on est en train de le respecter suffisamment et qu'on paye toute l'attention à l'ombre, et l'ombre, par contre, pense que toute l'attention est donnée au voyageur. La deuxième chose, c'est que, et c'est le voyageur qui propose ça, c'est qu'il faut les deux. La lumière et l'ombre sont nécessaires pour l'un et pour l'autre. Et donc là, il y a la question de comment se fait cette ombre, mais cette ombre se fait seulement à la lumière. S'il y a de l'ombre, ça veut dire qu'il y a de l'éclairage. Et la troisième chose, c'est que les ombres, en fait, sont obscures. Le voyageur qui dit « Je crois te comprendre, quoique tu sois exprimé peut-être un peu à la façon des ombres. » Donc les ombres eux-mêmes sont obscures. Et c'est l'obscurité même. Donc cette image qu'on projette, notre propre ombre qu'on crée, serait obscure. Et ça finit comment? Alors en fin de compte, il continue, à la fin de ce texte, il revient à ce dialogue, le voyageur qui dit « Ne pourrais-je pas en toute hâte faire quelque chose qui te fit plaisir? N'as-tu point de souhait à former ?» Et l'ombre dit « Pas d'autre que le souhait que formait le chien philosophe devant le grand Alexandre. Ôte-toi un peu de mon soleil, je commence à avoir trop froid. » Le voyageur, que dois-je faire? L'ombre, marche sous ces pins et regarde autour de toi vers les montagnes. Le soleil se couche. Au dernier moment, le voyageur dit « Où es-tu? Où es-tu » Bien sûr, l'ombre a disparu. Nous nous trouvons seuls avec nous-mêmes et les ombres que nous avions construites. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention et on a quelques minutes pour discuter. Variation sur l'allégorie de la caverne, entre le prisonnier qui est libéré, qui sort, il a mal aux yeux, alors il revient, il décide de faire des ombres chinoises avec ses propres mains sur le mur de la caverne. Ouais, j'avais pensé à la métaphore des ombres dans le théâtre de Java et de Bali, le Weiyang, qui était le théâtre d'ombre traditionnel. Ce sont des petites marionnettes en cuir, et c'est comme ça que le théâtre est fait en fait, à travers la lumière et les marionnettes qui jouent comme ça. Mais j'avais pensé que ces ombres sont trop concrètes en fait, trop littérales. Ouais. La figure du voyageur et de l'ombre, c'est vraiment la figure du poète. Ben oui, ouais, ouais.
Ouais. Mais je crois qu'en fait ça marche pas mal parce que ah l'autre l'autre métaphore à laquelle je- j'étais confronté hier, j'avais une réunion au Seuil. Vous savez, le Seuil a été acheté par une maison d'édition qui fait des bandes dessinées. Euh, et donc il y avait un truc de Lucky Luke, hein. Ah oui, Et Théoriquement, ouais. Lucky Luke, en fait, c'est oui, c'est lui qui est plus rapide que son ombre, qui tire plus rapidement que son ombre. Et c'était intéressant. Et donc, ouais, je ne voulais pas finir là parce que c'est un peu cartoon. Mais donc dans l'illustration, c'était tout un truc. C'est un Spirou, c'est quoi? C'est Spirou, c'est une autre bande dessinée ou quelque chose. C'est un magazine au sujet des bandes dessinées ou quelque chose. Il y avait une édition de Spirou là. Que je regardais, en train d'attendre ma réunion sur Foucault et Nietzsche, en train de lire du Spirou. Mais dans les bandes de Lucky Luke, la manière dont ça marche, c'est que il est plus rapide que son ombre, right? Ça veut dire que il se dégage plus rapidement que son ombre. Donc, dans le next euh, euh, shot, right, l'ombre est comme il était avant, lui, il est déplacé, et il y a des balles de trous qui traversent l'ombre, right, parce que the shots ont atteint son ombre, mais pas Lucky Luke. Donc là, il y avait une vraie séparation entre l'ombre et, et le voyageur, en fait. C'est vraiment une séparation radicale. Mais bon, j'ai préféré terminer sur le voyageur et son ombre de Nietzsche, parce que ouais, c'est terminer sur Lucky Luke, ça marcherait pas. Mais l'idée serait que toutes ces ombres, donc, ce ne sont pas, c'est nous qui les créons. C'est nos propres créations. C'est pas des ombres de Nietzsche. C'est des ombres de ses penseurs ou bien de nous-mêmes. Et il y a toujours cette rivalité entre le penseur et cette ombre que le penseur crée. Une rivalité qui se reflète dans cette notion de mais vous n'êtes que Nietzschéen, n'est-ce pas? De dire vous n'êtes que Nietzschéen, c'est le cas de dire ah, ouais, vous ne faites qu'une ombre de Nietzsche qui en fait est une ombre qui appartient à Nietzsche, qui ne vous appartient pas, qui n'a pas été, qui n'est pas le produit de vos interprétations. Ouais, exactement. L'appartenance, Ouais, 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 la création ouais, de l'appartenance. ouais, ouais. Mais si on est, en fait, si on croit avec Nietzsche que tout est interprétation, il ne peut pas y avoir d'ombre de Nietzsche, n'est-ce pas? Il ne peut pas y avoir de... Il n'y a pas de Nietzsche non plus. Il n'y a que des interprétations. C'est les interprétations, ça c'est les ombres qu'on crée. Et, 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 et récurrent dans cette hypothèse est cette confrontation entre le voyageur et son ombre, qui dit non, c'est moi. Allez, tout le monde pense que c'est toi. Et l'ombre qui dit non, tout le monde pense que c'est toi. Et tout le monde qui pense que c'est toi. Mais en fait, c'est toute cette rivalité autour de de l'authenticité, n'est-ce pas? L'origine, la création.
Mais quand tu parlais des intitulés des cours tout à l'heure, pourquoi tu as décidé d'appeler ce cours l'ombre de Nietzsche? Tout ça t'est dit. C'est l'ombre de Bouddha, c'est ce passage du Gai Savoir. Ouais. Non, mais l'idée, c'était en fait que Nietzsche est mort, mais on continue à montrer son ombre. Comme le Bouddha est mort, mais on continue à montrer son ombre. Et que tout ça, c'est des démons, on ressort Nietzsche comme ça. Ouais, ouais, vas-y. On peut faire dans l'ombre. C'est intéressant, non? Parce que peut-être ce sont seulement des transgressions ou des essais de transgression de l'emprise. Ouais. Pas de création. Oui. Mais alors c'est ça avec, C'est la question avec Foucault. Hein. Est-ce qu'il a vraiment dit quelque chose de nouveau sur Nietzsche dans son cours ou non? oui. Mais est-ce qu'il y a la question c'est est-ce qu'il y a des ombres de Bouddha qu'on montre ou est-ce qu'on est simplement en train d'inventer nos propres c'est nos propres inventions, right? Non? Non, je ne pense pas, parce que, en fait, il faut contraster, je crois, la phrase de Bouddha avec une autre phrase que Nietzsche dit. Il n'y a pas de nouveau Dieu de tout dominant. Donc, on ne crée pas de nouveau Dieu, on n'en montre pas, mais on montre les ombres des anciens dieux. Donc, Oui, mais qu'est-ce que c'est que ces ombres des anciens dieux? C'est ça, je veux dire, on invoque, enfin, en partie, ça a à faire avec le fait, c'est le discours philosophique. En d'autres mots, on n'arrive pas, on arrive rarement à intervenir nous-mêmes dans quelque chose qui n'est pas un discours. On, on, on peut, c'est pour ça on a besoin de Nietzsche pour dire quelque chose. Right? On ne peut pas simplement dire quelque chose, on ne nous écoutera, on ne nous écouterons pas si on ne dit pas ah bon ben il y avait Nietzsche qui a fait ça, moi je veux faire ça. Right? Il faut un encre, il faut quelque chose il faut un langage commun. De dire Nietzsche, tout d'un coup on a un langage commun. La métaphore du voyageur et son ombre, finalement, les ombres de l'incendie, il y a le soleil qui brille, donc on fait de l'ombre. C'est comme il dit, pour s'éteindre avant que le soleil va sous les arbres, du coup l'ombre des arbres absorbe son ombre à lui. Ouais. Finalement, on fait toujours une ombre, et après, la philosophie, qu'est-ce que c'est? Dessiner une ombre, enfin, la faire parler, lui faire quelque chose. Et puis ce que nous dit là le voyageur de l'ombre, c'est pas va faire ton ombre soit absorbée par celle de l'arbre, et puis attendre que le soleil se couche et qu'il n'y ait plus d'ombre. Du coup, tout tombe dans l'obscurité, il n'y a plus de. Ouais. Mais j'avais un truc sur le Lucky Luke là, parce qu'il y a un film, j'arrive pas à trouver le nom. En fait, il y a le truc de Arendt sur la continuité, cet entretien de Arendt, je pense que c'est le film avec Igor Perriel, et il y a un truc sur les États-Unis. C'est un pays aussi qui est particulier parce qu'il est poursuivi sur une constitution, notamment sur un mythe, un truc de et il y a un film sur un western, je ne retrouve pas le nom là, où c'est tout le western, c'est des gens, un groupe de cow-boys, ils prennent un type et qui sont convaincus qu'il a volé des chevaux. Et en fait, entre eux, ils disent est-ce qu'on va le pendre, est-ce qu'on attend le shérif pour le pendre ou pas. Donc c'est un bon film, on s'en fout de connaître la fin de l'histoire. Donc il dit, finalement, il dit ah mais si, c'est sûr, ils le pendent et le shérif arrive et c'était pas lui qui allait voler les chevaux. Il y a tout un truc, c'est merveilleux sur comment le. Et je ferme mon. Parce que sur la création, sur vraiment ce truc, le cœur des États-Unis, quoi. Parce que dans ce film-là, il y avait un commentaire avec un film de cinéma qui insiste pendant toute l'histoire de tout le western, tout Lucky Luke, le monde de Lucky Luke, c'est un truc qui n'a jamais existé, quoi. C'est un truc qui est complètement
complètement affabulé, complètement créé justement par Hollywood dans les années, à Mhm. partir des années 50, Mhm. et qu'on a clairement en tête. On voit qu'il y a toute une panoplie, il y a plein de Mhm. trucs qui sont là, et qui en fait, quand j'analyse, qui ne sont que Mhm. des reconstructions sur un truc. Mhm. 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 Ouais, ouais. Euh, Il y a des choses qui sonnent comme une vraie nouveauté aussi, hein, qui ne font pas discours justement, qui font purement nouveauté. Il y a des choses qu'on entend et qui des fois sont presque comme si elles étaient nées de rien, du chaos. Tu vois, oui, et puis ce qui est intéressant avec Nietzsche, c'est cette notion de rupture, toujours, n'est-ce pas? Donc il fonctionne comme rupture en même temps que comme s'il sortait de nulle part, d'une certaine manière. Parce que parce qu'il fonctionne comme celui qui a tout transformé. Oui, ouais. Euh, mais oui, donc le titre L'ombre de Nietzsche, c'était vraiment c'était en relation avec le paragraphe 108 il me semble que c'est pas tellement différent de dire Dieu est mort, on ressort toujours son ombre, et de dire et de penser Nietzsche est mort et on ressort toujours son ombre. Qu'on peut abattre, d'une certaine manière, on peut abattre Nietzsche, mais il y a toujours son ombre qui sort, en fait, de la même manière. Euh, Bon, allez, on s'arrête là. Et le choix de t'arrêter avant Derrida, c'était un choix. On s'arrête là. On s'arrête là. Question ouverte. Bon.